merci Juan et Eva pour cette présentation sur l'histoire de l'IBS un peu. Évidemment, ça a continué et je dois dire qu'aujourd'hui à l'IBS, on est plus que 300 personnes. C'est vrai que quand l'IBS a été construit, IBSE construit, ils n'étaient pas construits pour 300 personnes, mais on est un peu les victimes de notre propre succès. Okay? Et c'est dû à votre travail, à vos succès de recruter, d'obtenir des contrats de recherche. Okay? Et avant que je parle un peu avec l'avenir, si on regarde aujourd'hui le montant pluriannuel des contrats à l'IBS, on cherche environ 25 millions, mais c'est pluriannuel. Okay? En 2005, quand je suis arrivé à l'IBS, c'était au niveau de 16 millions. Okay? Ça veut dire une augmentation énorme. Okay? Bon, une partie est due au fait que la recherche devient de plus en plus chère. Ça veut dire qu'on obtient un peu plus de l'argent par les contrats, mais aussi par, vous savez, des succès dans les ERC, dans les programmes européens, etc., etc. Et des programmes nationaux. Okay? Mais on est aujourd'hui à la limite. C'est pour ça que la question de IBS 3, c'est un principe bien justifié. Mais c'est aussi, il faut prendre en compte dans les prochaines années, cette croissance illimitée, ça peut pas vraiment continuer. Okay? C'est pour ça qu'il faut aussi développer une stratégie importante qui nous permet de fonctionner et de continuer avec ce qu'on aime dans une façon saine. Okay? Alors maintenant, j'ai dit quelques mots sur le futur. Je ne pense pas trop de futur normalement, mais j'essaie quand même de vous donner quelques idées sur ce que je trouve est important. Okay? Alors, comme Eva a déjà dit, l'IBS, c'est une unité qui est financée par 3 tutelles. Okay? Et nos 3 tutelles, c'est le CNRS, le CEA et l'université. Hein? Et on a une mission. Nous, on dit que notre mission, c'est la recherche fondamentale. Okay? Alors, ça colle très bien avec la mission de CNRS, ça colle assez bien avec la mission de l'université. C'est un peu différent de la mission de CEA. Okay? C'est pour ça que la mission de l'IBS, il faut probablement dire que c'est de faire plaisir à tous nos 3 tutelles qui nous financent. Okay? Et qui est quand même important, parce que peut-être pas faire plaisir dans tous les sens, mais suivre un peu aussi le programme. Okay? Alors aujourd'hui, on utilise des approches multidisciplinaires entre la biologie, physique, chimie, vous avez entendu de ça très souvent. La mission originale de l'IBS, comme Eva a dit, c'était le développement des techniques innovantes en biologie structurale. Okay? De plus en plus important, dans les dernières, on peut dire au minimum les dernières 10 ans, c'est une ouverture vers la recherche appliquée. Okay? Évidemment, c'était toujours poussé par les CEA, mais c'est aussi aujourd'hui poussé très poussé par les CNRS et par l'université. Hein. Il y a plus de différence, je pense, entre les 3 tutelles. Okay? Et comme Eva l'a dit, les mots-clés aujourd'hui pour la biologie structurale, c'est la biologie structurale intégrée. Okay? On a eu même, au niveau de l'organisation de CEA, on fait partie d'un département qui s'appelle Département pour la biologie structurale cellulaire intégrée, les DBSCI. Okay? Alors, la biologie structurale classique, je vais pas aller dans les détails, c'est utiliser des techniques différentes comme la cristallographie, les RMN, la microscopie électronique, la super résolution, les SAX, mass spec, etc., etc. Toutes ces techniques qui ont tout à fait montrent ont la capacité de visualiser des macromolécules
ou des cellules avec une résolution différente. Okay? Et la deuxième partie, je pense que ça c'est un diapositive que j'ai pris d'Eva il y a, je ne sais pas, 10 ans peut-être, mais c'est toujours valide. La deuxième partie, c'est la dynamique. Parce qu'en biologie, comme vous savez, tous les processus sont extrêmement dynamiques et sur toutes les méthodes qui sont montrées ici à la gauche, ou la plupart, sont destinées pour produire des images très statiques. La dynamique, quand même, est extrêmement importante. Et là, on peut utiliser les neutrons, évidemment la simulation, mais aussi aujourd'hui, très important, les RMN. Okay? Et des autres méthodes. Okay? Alors, la biologie structurale classique, comme vous le tous savez, vous faites un cours en M2, on va traiter toutes ces thématiques. C'est pour caractériser biochimique et biophysique des protéines. On a utilisé la cristallographie par rayon X, les RMN, la spectroscopie neutronique et la microscopie électronique. Mais toute cette liste des méthodes qu'on connaît très bien ont changé quand même un peu, parce que depuis quelques années, maintenant, je pense que pour la on a deux révolutions qui sont arrivées en biologie. Okay? Et une phase qu'on appelle les Resolution Revolution, c'est pour la microscopie électronique. Okay? Parce que en microscopie électronique, comme Guy vous avez montré ce matin, pendant très longtemps, c'était une technologie tout à fait intéressante pour visualiser des structures en basse ou médium résolution. Et il était jusqu'à 2000, Guy va me corriger, je ne sais pas quoi, 2010, 2011, que des structures à haute ou médium résolution qui étaient extrêmement symétriques. Mais avec l'avenir de nouveaux instruments, l'avenir des détecteurs, l'avenir de nouvelles méthodes, on utilise aujourd'hui la microscopie électronique pour, tout le monde fait, vous avez vu dans les postes des étudiants et des autres présentations, on fait la microscopie électronique en utilisant les single particle analysis. Okay? La deuxième partie qui passe encore extrêmement développée à l'IBS, même s'il y a des développements en cours, c'est la tomographie cellulaire. Okay? Alors, la microscopie électronique, c'est devenu une vraie compétition pour la cristallographie. Okay? Mais la deuxième révolution qu'on a eue depuis 2020, c'est la prédiction des structures, okay, par des méthodes d'intelligence ou qui utilisent les méthodes d'intelligence artificielle. Okay. Il y a deux programmes notamment qui sont aujourd'hui très connus, c'est les AlphaFold 2 et les RosettaFold. Okay. Et ça a vraiment, à mon avis, ça a encore révolutionné la biologie structurale énormément, okay, parce que ça joue. Alors, quand je suis venu à Grenoble, presque quelques années après, les programmes de biologie, les programmes de la génomique structurale sont sortis, avec le rêve de déterminer toutes les structures de pas toutes les génomes, mais de toutes les structures pour mieux comprendre la biologie. Okay? Et aujourd'hui, AlphaFold, avec un clic, même avec assez peu de puissance de calcul, tu peux faire des prédictions. Okay? Alors, est-ce que ça a résolu les problèmes de protein folding, de repliement des protéines, comme DeepMind a annoncé, ou beaucoup de choses a annoncé? Peut-être pas complètement.
Okay? Parce qu'il faut quand même dire que même si AlphaFold aujourd'hui, alors dans les données des bibliothèques des protéines, on a environ 5000 protéines différentes où la structure était déterminée expérimentalement, okay? Qui, bien sûr, aident AlphaFold et RosettaFold énormément dans les prédictions. Mais on a presque 1 million des structures des protéines qui sont aujourd'hui dans les databases qui étaient modélisées la plupart par AlphaFold ou par RosettaFold. Okay? Alors, ça vous montre un peu la puissance de la technologie. Okay? Alors, je pense qu'il y a toujours des AlphaFold. Bon, il y a des limitations. Aujourd'hui, c'est plutôt pour les protéines singulaires. Sur la précision, on peut aussi poser quelques questions. Par exemple, quand ils ont publié les papiers, la précision de tout atome était environ 1,5 angstrom de RMST. C'est la déviation de la structure qui était déterminée expérimentale. Mais ça, c'est pour les cas idéaux. Okay? Ça veut dire, certainement pour la prédiction, il y a des autres structures avec une prédiction, avec une RMST encore pire. Okay? Ça veut dire, la méthode est peut-être pas encore mature pour des applications comme les track design, ou je pense qu'une déviation de 1,5 angstrom, c'est déjà beaucoup, si on veut vraiment comprendre comment un inhibiteur fonctionne. Okay? Ensuite, la deuxième partie la plus importante qui joue sur nous, okay, sur notre rôle, c'est la prédiction des complexes. Okay? Alors là, il faut faire attention. Okay? Alors, il y a déjà des progrès dans les programmes qui font des prédictions. Okay? Et moi, je pense que c'est juste une question de temps. On a AlphaFold 3 ou RosettaFold 3 qui vont prédire les interactions entre 2, 3, 4 et plus de protéines. Okay? Je pense que dans le futur, ça va fonctionner. Okay? Alors, et ça, c'est un autre... je pense que ça va être la vraie révolution. Okay? Parce que la plupart des protéines, dans une cellule, ils fonctionnent en complexe. Okay? Ils n'ont pas un fonctionnement isolément. Okay? Et la deuxième partie aussi, si le problème de précision est vraiment résolu, je pense qu'AlphaFold, ça va être aussi utilisé pour les track design. Okay? Ou peut utiliser pour les track design. Alors, ceci dit, avec les deux révolutions, comment on est à l'IBS. Okay? Alors, je pense que la microscopie électronique, certainement, ça va jouer un rôle important. Ça joue déjà un rôle extrêmement important. Okay? Alors, vous avez eu, et je vous montre juste très vite quelques exemples récemment, vous avez eu la présentation de Benoît sur le fonctionnement de la polymérase de la crosse. Ici, il y a une structure de SARS-CoV-2 qui a été faite par Greg et Guiden pour montrer comment la protéine modifiée par une cross-linker était utilisée dans une approche vaccinale. Ici, vous avez un polymère où on a déterminé, je pense que la première structure d'une polymère qui s'assemblait à l'intérieur d'une membrane courbue, dans ce cas-là, à l'intérieur d'une tube membranaire. Et ça, c'est un polymère qui est impliqué dans le remodelage de membranes et qui permet la fission membranaire, qui sont des complexes qui sont recrutés pendant les bourgeonnements des virus, la formation des vésicules, la cytokinèse, etc., etc. Ou ici un autre exemple des groupes membranes, les deux structures ou les deux états, les deux conformations d'un récepteur de type d'acétylcholine en complexe avec un agoniste qui montrait comment l'agoniste interagit avec la protéine et induit l'ouverture des canaux. Okay. Ça veut dire,
tout ça, je pense que pour le futur, on est bien situé pour la microscopie électronique des single particules. Okay? Et il y a déjà, comme vous avez vu, beaucoup plus, il y a beaucoup de projets, si je regarde aujourd'hui dans la plupart des groupes utilisent ou essayent d'utiliser, commencent à utiliser la microscopie électronique dans leurs recherches. Okay? Alors, ceci dit, pour la cristallographie, est-ce qu'il reste un espace pour la cristallographie? On a Annalisa Pastore aussi ici, la directrice de ESRF. Moi, je pense qu'il y a certainement un avenir pour la cristallographie. Je pense que ça reste toujours une méthode extrêmement efficace aujourd'hui pour déterminer la structure. Ensuite, il y a des problèmes biologiques qui sont, je pense, extrêmement difficiles pour faire des prédictions, par exemple comme les métalloprotéines ou le groupe de I20. Alors, faire la prédiction exacte des réactions enzymatiques, comme ils ont fait par exemple pour cette structure-là, qui est une structure qui clive une acide aminé, le L-tyrosine entre les alpha et ces bêta-bonds, en utilisant un cluster en iron-sulfur, etc., etc. Je pense que ça reste quand même, pour faire toute cette prédiction ab initio, ça reste quand même un challenge énorme. Okay? Et je pense que certainement pour ce type de expériences, la cristallographie et je pense aussi pour les track design, reste une méthode extrêmement puissante. Okay? Ensuite, on a eu plusieurs présentations sur la cristallographie sérielle de nos collègues de l'ESRF, de nos collègues de Dynamop, etc. Et je ne vais pas aller dans les détails. Mais je pense que ça, c'est une méthode avec un bel avenir. Okay? Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais c'est une méthode avec un bel avenir parce qu'il va produire des résultats qui sont étonnants, qu'on ne peut pas faire la prédiction. Okay? Et c'est pour ça que ça reste important. Et je suis très content qu'on a cette activité à l'IBS et que le ZRF avec l'installation de cette nouvelle beamline de Daniele, de ID29, c'est quand même beaucoup plus facile d'accéder le synchrotron que d'accéder de beamtime sur un XFEL. Alors, pour la dynamique, vous avez eu la présentation magnifique de Malène sur le flipping des acides aminés aromatiques. Je ne vais pas aller dans les détails. Je pense que pour tout ce qui est dynamique, au niveau en utilisant les RMN, on est toujours extrêmement bien situé. Okay? Ça se montre aussi, vous avez vu ça sur les posters, sur par exemple ici, tous les travaux du groupe de FTP sur les protéines intrinsiquement désordonnées qui vont se replier, en interagir avec les partenaires, etc., pour former des complexes plus grands et importants, comme ici la formation d'un complexe entre les nucléoprotéines et les protéines de régulation des NSP3. Okay? Ensuite, la troisième partie en RMN, je pense où l'IBS est très très bien positionné, c'est d'étudier des complexes plus grands par les RMN en utilisant des méthodes innovantes de labellisation et regarder des systèmes de plus en plus complexes. Ici, ça c'est un papier du groupe de RMN qui montre comment un chaperon, comme les prefolding, peut inhiber la formation des amyloïdes. Okay? Et je ne vais pas aller dans les détails. Okay? Ensuite, pour faire la biologie structurelle intégrée, il faut faire les liens avec la biologie cellulaire.
Ça, c'est indispensable. Et je pense, même aussi dans ce domaine-là, l'IBS commence de se bien positionner. Surtout avec la présentation de MKTT, avec la plateforme qui est maintenant en place, on peut faire beaucoup. On a des instruments qui sont extrêmement importants pour faire la super résolution. Il y a des techniques différentes qui sont offertes. Il y a des formations, il y a un accompagnement, etc. etc. Okay? Et on a aussi la chance à l'IBS d'avoir au minimum 2 groupes qui sont impliqués dans le développement de méthodes en microscopie. Ça peut être soit pour améliorer les protéines de fusion fluorescentes, okay, pour mieux comprendre leurs fonctions, ou par exemple ici, dans cet magnifique exemple de groupe de Dominique, qui ont trouvé un moyen de prolonger le tracking des molécules en temps réel dans les cellules, parce qu'ils ont découvert qu'il y a un état noir, un dark state, qui peut être raccourci par qui peut être reverti. Okay? Ici, c'est un exemple du groupe PG où ils ont utilisé tous ces outils qui ont été mis en place pour étudier la division cellulaire des pneumocoques, et dans ce cas-là, pour étudier la dynamique des peptoglycanes et la synthétise de peptidoglycanes dans 2 cellules qui sont en train de se séparer. Okay? Alors, quels sont les grands défis maintenant? Okay? Moi, je pense que les grands défis pour la biologie structurale, c'est la biologie structurale cellulaire. Okay? Ça veut dire pour la biologie structurale cellulaire, idéalement, on regarde ce qui se passe dans une cellule. Okay? Idéalement, on utilise les CLEM, les microscopies électroniques corrélatives, pour regarder labelliser une région de la cellule, une complexe, ce qui nous intéresse, pour les localiser ensuite pour l'analyse en microscopie électronique, pour faire la tomographie et faire la reconstruction. Okay? Et si la protéine est présente dans plusieurs copies, la plupart ils sont, on peut faire les moyennages, on peut faire les subtomogramme averaging, pour obtenir des structures en médium ou en moyenne résolution. Okay? On a eu pas mal de présentations qui montraient que, oui, on utilise la cryotomographie, c'est utilisé à l'IBS, mais surtout sur les projets des bactéries, parce qu'ils sont plus fines, c'est peut-être un peu plus simple. Okay? On a des projets en biologie cellulaire, mais ces projets en biologie cellulaire, je pense qu'on a besoin d'une méthode pour couper les cellules, pour avoir des échantillons beaucoup plus fins, parce qu'on ne peut pas mettre juste une cellule dans un microscope et regarder tout ce qui se passe, ce n'est pas possible. Okay? Et la méthode de choix aujourd'hui, je pense que c'est les FIP milling, c'est l'usinage par un faisceau d'ions focalisé qui permet la production des lamellées, okay, qui sont assez fines pour qu'ils puissent être analysés par la cryomicroscopie. Okay? C'est un peu étonnant, c'est une technologie qui est utilisée dans les sciences des matériaux depuis, je pense, 20 ans, 30 ans, ou plus de 30 ans. Et que dans les dernières années, cette technologie a été découverte par la biologie. Et aujourd'hui, je pense qu'il existe 1 ou 2 instruments qui ont été conçus pour la biologie. Okay? Alors nous, à l'IBS, on est toujours très faible. On a un accès très limité sur les FIPSEM aux plateformes de microscopie électronique de CEA, à l'ETI, okay? Mais c'est très limité. Après, c'est une technologie qui n'est pas très mature, qui prend beaucoup de temps, on produit beaucoup de lamellées qui ne sont pas vraiment utilisables, etc. etc. Okay?
Alors, comme j'ai dit, il y a 20 ans, les mots-clés, ou pas les mots-clés, mais la REF était la génomique structurale pour déterminer toutes les protéines de structure. Aujourd'hui, la REF, les gens ils parlent d'un atlas structural de la cellule. Okay? Ça veut dire de déterminer toutes les structures in situ dans leur environnement physiologique. Okay? Juste un exemple, la semaine dernière, si vous avez ouvert Science, en Science, il y était 5 articles sur la pore nucléaire, sur les structures des pores nucléaires, où les 5 articles, tout le monde a utilisé la tomographie, okay? Ensuite ils utilisaient AlphaFold, la prédiction, les structures cristallographiques, etc., pour assembler cette complexe qui est composé de 1000 protéines, okay? Ce sont des projets énormes. Et je pense que ça, c'est l'avenir de la biologie structurale aujourd'hui, une grande partie de l'avenir de la biologie structurale. Okay? Alors, juste un mot sur la tomographie. On n'est pas complètement, on fait déjà la tomographie. Je vais montrer encore un exemple du groupe MICA qui a utilisé de mini-cellules. Ça veut dire qu'ils ont encore réduit la cellule d'une décolie pour le regarder directement en tomographie. Et une des structures qui est sortie de ce papier-là, c'est la structure d'un complexe de signalisation qui traverse la membrane. Et ça, c'est les modèles qu'on peut obtenir par la méthode de subtomogramme averaging. Et ensuite, en combinaison avec les modèles, on peut construire des modèles quasi-atomiques, etc. et apprendre quelque chose. Okay? Nous, en collaboration avec Guy et Benoît, on a commencé à faire le FIB-SEM sur les cellules pour répondre à des questions très différentes. Ça vous montre juste un exemple dans la mêlée que Benoît il a produit pas ici à OCA, mais il était allé à Paris, à Pasteur, pour utiliser leur FIB-SEM, qui vous montrait quand même la qualité, qui, si ça marche, est très très bien. Alors pour nous, les grands défis, c'est obtenir cet instrument, okay? Et avec ce type d'instrument, de vraiment développer les clés pour regarder sur des problèmes de biologie cellulaire. Okay? Nous, on a demandé, le système français il est quelquefois un peu lent, on a demandé des financements pour le FIB-SEM en 2019. Il y a des projets des CEPR qui sont toujours en cours. Okay? On était classé A+, à l'époque, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles sur les financements. Okay? Mais je pense que ça, c'est un instrument qui est absolument, ça va être indispensable pour l'IBS, si l'IBS veut continuer comme institut de biologie structurale, parce qu'il faut s'investir, à mon avis, dans tout ce qui est cellulaire. Okay. Pour les RMN, je pense que les RMN, ça reste une méthode fantastique pour déterminer la hétérogénéité des conformations. Ça peut être en détail, mais aussi avec la labellisation sélective, on peut regarder les mouvements de domaines, ouverture de boucles, etc. C'est une méthode pour étudier des populations transitoires, comme Marlène nous a montré. Okay? C'est une méthode pour étudier les sites actifs, la chimie, pour étudier la chimie des sites actifs, pour comprendre comment ça fonctionne vraiment dans tous les détails. Okay? C'est étudié pour déterminer la composition de nouveaux compartiments qu'on trouve ou qu'on lit beaucoup aujourd'hui. Ça veut dire c'est la séparation des phases. Quand vous avez fait la cristallographie et quand vous avez regardé beaucoup des
des gouttelettes de cristallogénèse, on a très souvent, si ça n'a pas marché, on a vu beaucoup de séparations des phases. Mais ça, aujourd'hui, c'est absolument reconnu que cette séparation des phases est utilisée en biologie par les systèmes biologiques pour mettre en place des endroits spécifiques pour des réactions spécifiques. On n'a pas besoin d'avoir un compartiment qui est entouré par une membrane, mais ça peut s'organiser en séparation des phases. Okay? Ensuite, pour la dynamique, je pense que la modélisation, je ne sais pas si j'ai traduit bien à gros, les cross-grain, ça devient de plus en plus important, okay? Pour simuler les comportements du système de plus en plus complexes. Okay? Ensuite, dans le domaine où je travaille avec les remodelages de la membrane, c'est énorme comment les groupes qui utilisent les cross-grain simulation pour modéliser le remodelage de membrane, la fonction des complexes qui interagissent avec la membrane. Dans les dernières années, ça a explosé. Okay? Et ce sont aujourd'hui des groupes qui publient très, très, très bien. Okay? Alors, c'est quelque chose qu'on a malheureusement, on n'a pas à l'IBS. Hein. On a, je pense, Eva a essayé, on a essayé plusieurs fois de recruter des gens. Okay? C'est difficile. Je pense qu'il faut toujours regarder si on aura des opportunités dans ce domaine-là. Okay? C'est la même pour la simulation de la dynamique moléculaire. Okay? Je pense qu'il y a beaucoup, il y aura forcément des développements, okay? Avec les supercomputers qui arrivent aujourd'hui, hein, ou qui vont encore arriver. Hein, on peut regarder dans les systèmes avec une échelle de temps plus longue et plus complexe. Okay? Je pense que la spectroscopie neutronique, ça va toujours jouer un rôle. Okay? C'est très utile. C'est pas toutes les méthodes sont pour toutes les questions. Hein, ça, c'est une évidence. Okay? Et les derniers points que je vais faire, je pense que la microscopie électronique des signes de particules, si on parle de dynamique, indirectement, je pense que cette méthode-là va jouer aussi un rôle important. Okay? Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait la structure par les signes de particules, quelquefois, on utilise, qui peut me corriger, 5 ou 10% des particules. Mais dans tous ces échantillons, il y a beaucoup plus. Okay? C'est peut-être pas tous pour la poubelle, mais très souvent, les protéines sont dynamiques, ils ne sont pas tous les mêmes. Ça veut dire qu'il y a certainement une rangée de conformations qui est toujours présente, et à un moment, on va la déterminer. Okay? Ensuite, j'arrête. Pas oublier, on ne les fait pas à l'IBS, mais je pense que l'imagerie par les rayons X devient une méthode de plus en plus importante. Ici, je vous montre juste un exemple qui a été fait à l'ESRF en utilisant la tomographie à contraste des phases hiérarchiques pour faire l'imagerie des organes. Okay? Ça, ce sont des poumons d'un pauvre patient qui est évidemment décédé de Covid, qui montrait une aberration des formations de vaisseaux sanguins. Okay? Alors, en imagerie par rayon X, on attend des résolutions entre 5 micromètres ou 80 ou peut-être toujours pousser un peu plus nanomètres. Okay? Mais je pense que c'est une technologie qui va être repoussée. Ce que j'ai entendu dans les réunions avec mes collègues de campus, c'est aussi quelque chose que le ZRF poursuit. Il y a, je pense, des réflexions internes en cours pour peut-être à un moment créer une beamline qui est dédiée à la tomographie. Okay? Alors, tout se dit, moi je pense que notre avenir, ça reste toujours brillant. Okay? Je pense qu'il faut s'adapter un peu. Okay?
Il faut s'adapter, mais vous le faites tous, il faut s'adapter à des nouvelles technologies qui arrivent et pour les utiliser. Hein. Il ne faut pas avoir peur de méthodes qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Hein. Je pense que ça, c'est pour nous, c'est une énorme opportunité. Okay? Et si on peut faire la prédiction avec un clic sur un ordinateur et on n'a pas besoin de travailler 2 ans dans les laboratoires pour faire je ne sais pas quoi, c'est magnifique. Okay? Alors, je pense que le focus de l'IBS de futur, il doit être sur la fonction biologique. Okay? Il y a toujours l'espace pour le développement des méthodes parce qu'il y a toujours des questions qui se posent où des nouvelles méthodes doivent être développées ou une méthode qui est en place doit être poussée encore plus. Okay? Ceci dit, développer les méthodes, c'est toujours bien. Okay? Mais je pense que la mission principale de l'IBS, je pense que l'IBS va devenir un institut un peu plus normal, dans le sens qu'il faut travailler sur la grande question de la biologie, la grande question de société. Okay? On a tous les moyens, hein, on a des plateformes technologiques magnifiques, pas que à l'IBS. Hein. On a la chance qu'on est avec nos partenaires européens, avec le SRF, avec l'ILL, avec le MBL. Comme Eva a dit, on travaille déjà ensemble de 20 ans. On va célébrer les 20 ans de PSP l'année prochaine. Ça fonctionne très bien. On a toute cette infrastructure pour faire de très très bons projets. Okay? Et pour le dernier point, et après j'arrête vraiment, moi je pense que l'IBS, dans le futur, il faut avoir des réflexions. Alors, il y a déjà des collaborations entre les groupes, ça se voit très bien, surtout quelquefois c'est basé sur la technologie. Okay? Mais je pense que ça sera bien si l'IBS a 1 ou 2 grands projets qui va réunir un encore plus grand nombre de groupes. Okay? Ça c'est quelque chose, c'est pas inventé par moi. Okay? J'entends par nos tutelles très souvent. Okay? Après, toutes ces recommandations qu'on a de nos tutelles, Hervé n'est pas là, c'est peut-être pas tous les temps les plus pertinents, hein, mais je pense, si on regarde les landscapes de la recherche aujourd'hui, c'est ça, ce sont des grands projets collaboratifs où chacun apporte sa connaissance et pour produire, pour répondre aux grandes questions. Okay? Et j'arrête ici. Je vous dis merci pour votre attention et bon anniversaire IBS pour les prochaines 30 ans.